Bonjour, je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom du Centre de connaissances, bienvenue à notre rapport de recherche. Examiner les enseignements tirés de programmes de prévention du VIH et des IST auprès d'adolescents autochtones et résidents dans les territoires du Nord-Ouest au Canada, dans les TNO. Donc, la docteure Lodji va nous parler pendant à peu près 15 minutes. Veuillez mettre vos commentaires et vos questions dans slido.com 7423 et le code. Vous allez à slido.com, slido.com, code 7423. Et après la présentation, certaines questions seront posées à Madame Lodji. Les diapos vous ont été envoyés plus tôt ce matin. Et maintenant, je présente notre présentatrice, Madame Carmen Lodji, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité en santé mondiale et la justice sociale auprès des populations marginalisées, est professeure agrégée à la Faculté de travail social de l'Université de Toronto et professeure associée de l'Université des Nations unies, Institut pour l'eau, l'environnement et la santé. Son programme de recherche actuel améliore la compréhension de la stigmatisation et d'autres facteurs et de prévention associés au VIH-IST en Ouganda, en Jamaïque, au Brésil et au Canada, auprès des personnes atteintes du VIH, des jeunes réfugiés et déplacés, des communautés intersexuelles et des jeunes autochtones et résidents en région nordique. Bienvenue à notre rapport de recherche, Carmen. Merci beaucoup, Linda. Donc, je vais commencer. J'aimerais reconnaître ma co-chercheuse principale, Madame Candice Liss, qui est PhD, directrice générale, Fostering Open Expression Among Youth, FOXY, dont nous allons parler aujourd'hui et que je présenterai en son nom. Donc, nous avons une période de temps très brève. Donc, ce sera un aperçu très rapide de ce que c'est que FOXY, certains éléments de notre recherche récente quant à la santé sexuelle, les influences contextuelles sur la santé sexuelle, sur la santé mentale, puis on parlera des incidences et des répercussions. Qu'est-ce que c'est que FOXY? Je l'ai dit, il s'agit donc de Fostering Open Expression Amongst Youth, c'est-à-dire de favoriser l'expression ouverte chez les jeunes pour traiter des questions d'éducation sexuelle auprès d'adolescents autochtones et résidents dans les TNO, les territoires du Nord-Ouest. Il y a deux éléments principaux à FOXY. D'abord, des ateliers que l'on présente dans les écoles et il y a aussi des retraites de leadership avec les pairs, donc qui sont choisis, qui sont formés, qui apprennent davantage sur la nature, l'art et comment on relie ça à la santé sexuelle, etc. Et nous avons un tout dernier programme qui s'appelle SMASH, donc pour le travail avec les jeunes hommes et les adolescents sur la question. Alors, je vais vous parler des résultats quant à la participation à FOXY et la santé sexuelle. Les ateliers en milieu scolaire sont menés avec des adolescents de 13 à 18 ans. On a amené ça dans 17 communautés des TNO. Aucun participant n'avait moins de 13 ans. Donc, et il y avait cependant parfois des plus jeunes à l'école, mais on a vraiment axé la recherche sur les 13 à 18 ans. Donc, on avait des jeux de rôle, la cartographie corporelle, toutes sortes d'activités intéressantes et amusantes réparties. Ça a été présenté en 7 volets répartis sur 1 ou 2 jours. Les participants ont répondu à 2 sondages de référence juste avant et après les interventions. Les enquêtes ont évalué les données sociodémographiques, l'âge, l'ethnicité, connaissances sur le VIH, IST, perception des risques à cet égard, les rapports de pouvoir entre les sexes,
et une efficacité sexuelle plus sûre dans l'utilisation des préservatifs. Des modèles de différence de changement latent ont été conçus pour évaluer les différences de résultats pré- et post-intervention en s'appuyant sur une estimation du maximum de vraisemblance à l'information complète. Donc, nous avons inclus dans l'analyse 344 participantes d'âge moyenne de 14 ans. La moitié étaient des garçons, la moitié des filles. 15% s'identifiaient comme intersexuels. 80% étaient autochtones. 2 tiers avaient déjà participé à un atelier Foxy, car Foxy retourne dans des communautés chaque année. Parfois, ils ont l'occasion de participer plus d'une fois. Et nous avons découvert une augmentation significative de l'information concernant l'école, le VIH, les IST, et une augmentation liée à la perception de risque et à une efficacité sexuelle plus sûre. Donc, comme on s'y attendait, les écarts les plus vastes observés entre plusieurs résultats l'ont été chez des individus qui participaient pour la première fois à l'atelier. Bon. Ceux qui avaient déjà participé plusieurs fois ont présenté des augmentations moindres dans la perception de risque et donc une efficacité sexuelle plus sûre, mais cela dénote aussi qu'il y a donc une permanence dans le résultat, dans l'augmentation des connaissances, puisque les écarts sont moindres lorsqu'ils ont déjà participé auparavant. Donc, une participation continue ajoute à tout cela, donc dans l'ensemble des cohortes. Un instant, je change la diapo. Merci. Donc, les influences contextuelles sur la santé sexuelle maintenant. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons modélise notre santé sociale, notre capacité donc de composer avec le VIH, les IST, particulièrement dans les TNO où il y a le plus haut taux de transmission de maladies infectieuses, transmission sexuelle de maladies infectieuses et une sécurité alimentaire aussi est très élevée. L'insécurité alimentaire est très élevée, presque 16%, c'est du double de celle observée à l'échelle nationale. Donc, l'insécurité alimentaire est un risque structurel bien connu pour l'infection au VIH et aux IST. Et nous voulions trouver une manière donc d'augmenter donc la résilience à l'insécurité alimentaire. Et nous avons voulu étudier le rapport entre cela et donc les connaissances et l'efficacité relative à l'utilisation de préservatifs. L'efficacité relative à l'utilisation de préservatifs constitue un indicateur de la capacité d'agir sexuelle, englobant les connaissances, les intentions et les dynamiques relationnelles dans les rapports sexuels plus sûrs. Donc, l'insécurité alimentaire est plus élevée chez les jeunes autochtones, c'est-à-dire 48% par rapport aux autres, qui étaient à 34%. Et l'insécurité alimentaire était associée à une résilience moindre et une efficacité accrue. La résilience était associée à une efficacité accrue relative à l'utilisation de préservatifs. C'est-à-dire que chez les jeunes qui vivaient une plus grande insécurité alimentaire, avaient moins de résilience, moins de capacité donc, quant à l'efficacité sexuelle, l'auto-efficacité sexuelle particulièrement. Dans ce tableau, on voit que, bon, nous avons mis en jeu les compétences personnelles, le soutien des pairs, les compétences sociales, la spiritualité, et tout cela joue dans la résilience. Et cela a des effets directs sur l'insécurité alimentaire, l'auto-efficacité sexuelle plus sûre, l'utilisation des préservatifs et l'habilitation en matière de sécurité sexuelle, selon les situations. Et nous savions tout cela
davantage pour les adultes, mais on n'avait jamais étudié cela chez les adolescents dans un contexte nordique au Canada. Et je vais vous donner un aperçu bref de notre analyse des influences sur la santé mentale. Vous savez tous, je le sais, que les problèmes de santé mentale sont plus élevés dans les régions nordiques du Canada, les symptômes de dépression. Donc, pratiquement la moitié de nos participants ont signalé des symptômes de dépression minimaux ou nuls, 25% des symptômes légers et 28% des symptômes de dépression modérée ou grave. Et dans nos analyses ajustées, les participantes qui étaient des femmes cisgenres, comparativement aux autres genres, les hommes ou des altersexuels, donc ou les queers, donc ceux qui étaient avaient une diversité sexuelle et donc en insécurité alimentaire, ces participantes-là étaient 2 fois plus susceptibles de présenter des symptômes de dépression plus graves. Et chez les personnes qui étaient en relation, la violence dans les fréquentations était associée à un risque 2 fois plus élevé de symptômes de dépression modérée ou grave. Et rappelez-vous de l'adolescence qui est un moment très important pour les questions de santé mentale qui peuvent par la suite avoir des conséquences à vie. Et voici donc les incidences pour la promotion de la santé. Les approches basées sur les arts sont riches de promesses pour faire progresser la prévention du VIH chez les jeunes autochtones et du Nord et pour avoir des bienfaits durables en accroissant la perception du risque, l'auto-efficacité sexuelle et les connaissances. La deuxième conclusion, c'est que les stratégies de prévention du VIH centrées sur le développement et la résilience individuelle sont insuffisantes pour traiter les contextes sociaux plus vastes en matière d'insécurité alimentaire. Et dans nos travaux, nous avons voulu mettre de l'avant des jeux de rôle, de la cartographie donc corporelle, des méthodologies intéressantes pour les jeunes donc dans notre travail. Et nous avons vraiment recherché à attirer leur intérêt là-dessus. Donc, le troisième élément, donc, au bout du compte, c'est que la promotion de la santé mentale doit tenir compte de plusieurs facteurs. Par exemple, et surtout l'insécurité alimentaire, la violence dans les fréquentations et les questions symboliques, les normes qui entourent les genres et l'orientation sexuelle chez les jeunes femmes et chez les altersexuels. Par ailleurs, voici euh, voici mes données. J'ai aussi un podcast, donc un balado, et vous pouvez soit me contacter moi ou ma collègue, la docteure Candice Liss, et vous voyez les adresses à l'écran ici. Et voilà, j'ai fini maintenant. C'était vraiment parfait. Vous êtes un modèle vraiment pour toutes nos autres présentatrices. Merci, merci à vous et à Candice. Merci beaucoup du travail que vous avez réalisé et de cette présentation éclairante. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. D'abord, le lien que vous avez décrit entre la violence dans les fréquentations et les dépressions modérées à graves. Le lien, est-ce que c'était donc ça touchait la personne qui était l'auteur de la violence ou plutôt la personne qui était la victime de la violence? Eh bien, nous avons évalué les deux, l'auteur et la victime, dans l'analyse, mais il s'agissait principalement donc de l'ensemble de la relation. Oui, il s'agissait
d'avoir vécu cela lorsqu'on est la personne qui reçoit la violence? Bon, plutôt. Eh bien, plusieurs personnes ne font peut-être pas ce lien entre l'insécurité alimentaire et toutes les autres incidences que vous avez étudiées, les répercussions. Par exemple, l'efficacité sexuelle, donc l'autonomisation sexuelle. Et cette intervention a eu lieu partiellement dans les écoles. Alors, est-ce que vous croyez que cela aura un impact sur ces questions d'insécurité, de pénurie alimentaire dans les programmes scolaires, ou est-ce que vous auriez une recommandation plus précise à faire sur comment on peut s'adresser à cela? Bonne question. Eh bien, plusieurs personnes pensent que l'impact de l'insécurité alimentaire est uniquement nutritionnel. Ça l'est évidemment, mais il y a aussi des stress des stress autres euh, de honte. Cela peut produire aussi des sentiments d'inégalité et de ne pas se sentir à la hauteur des autres, des pairs. Eh bien, si on participait à un mémoire relativement aux politiques publiques, ce serait formidable d'avoir de mettre de l'avant des programmes scolaires. Mais si on ne se penche pas sur la question au niveau des familles, de la population dans l'ensemble, ça ne réglera pas le problème. Évidemment, si on se penche sur cela dans les programmes scolaires à l'école, est-ce que ça règle la question à la maison? Le jeune pourrait se sentir obligé, par exemple, d'apporter de la nourriture de l'école à la maison. Et il faut vraiment, vraiment réfléchir à l'insécurité, au sentiment de pénurie alimentaire chez ces jeunes. Pensons à des interventions culturellement appropriées, basées sur la force et la résilience, qui traitent de l'insécurité alimentaire. Pensons à des politiques lorsque l'on achète un plateau de légumes qui coûte 4 dollars à Toronto, ça coûte 16 dollars dans les territoires du Nord-Ouest. Le coût alimentaire est absolument euh, époustouflant là-haut, dans les régions nordiques. Et il faudrait trouver d'autres moyens, donc il faudrait trouver des moyens de régler ce problème. Et je soulève ce fait que c'est un enjeu qui touche toutes les régions du Nord, en fait, et pas seulement cette étude. Oui, il faut vraiment y porter attention. C'est assez préoccupant de penser que les gens n'ont pas assez à manger, mais de penser à toutes les répercussions et, et les relations entre les divers problèmes, les autres préoccupations très sérieuses que cela met en jeu. Ça brosse un tableau différent de comment on pourrait donc agir dans le sens de l'intervention à cet égard. Si vous aviez un souhait quant à tout ce qui est basé dans les résultats de votre étude, que metteriez-vous de l'avant? Qu'est-ce qui serait le plus nécessaire et qui aurait le plus d'impact? Eh bien, je pense que ce serait merveilleux si Foxy pouvait être une présence répétée, parce qu'on voit les bienfaits une fois par année. Mais imaginez quelque chose qui serait donc axé sur donc le leadership, le développement du leadership et de la confiance des jeunes, donc avec des ateliers répétés. Et si ça pouvait donc évidemment se propager dans les communautés pour traiter la violence genrée, par exemple. Et je crois que ce qui est fait là est absolument incroyable et très précieux et il faudrait amplifier donc ce programme pour en faire une présence durable qui permettrait des connexions entre les politiques, par exemple, de ressources de santé mentale.
Nous savons qu'il y a des ressources versées à la santé mentale partout au Canada, dans les régions rurales également. Donc, comment pouvons-nous voir les liens entre la violence dans les fréquentations, la santé mentale, l'insécurité alimentaire et la santé sexuelle? Mon souhait serait de développer des programmes qui intègrent véritablement ces éléments du point de vue donc social et de la santé pour bâtir, développer les forces, la résilience, les connaissances et miser sur les trucs formidables qui existent dans les communautés déjà un peu partout. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci, Madame Logie. Nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Ça a été vraiment une présentation formidable sur du travail extrêmement significatif. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'être avec vous aujourd'hui.